deuxième partie, on va parler des avions. Il y a Gérard Felzer qui nous a rejoint sur ce plateau, ancien pilote Gérard Felzer. Merci d'être avec nous, le président d'Aviation Sans Frontières. On l'accueille, merci, bonsoir Gérald. Alors, on va juste revenir, on a plein de choses à se dire, hein, Gérald. Hein, non, parce qu'on a été tous affolés par les images qu'on a vues ces derniers mois. Mais que se passe-t-il dans les airs? Peut-on prendre l'avion sereinement cet été? Moi, je vous le dis, pour ceux qui ont la chance de prendre l'avion, qui vont pouvoir partir en vacances, je sais pas, on va revoir quelques images. Je sais pas si vous vous souvenez. Parce que alors là, les turbulences, les portes qui s'ouvrent, les vitres brisées, on a tout eu. Et puis il y avait cette histoire, souvenez-vous, de cette classe de CM2. Alors là, pour ceux qui prenaient l'avion pour la première fois, ça a été l'enfer, qui a vécu l'enfer avec un Boeing de la compagnie Transavia. Regardez, on vous a ressorti la vidéo. Donc une heure et demie, même 2 heures de vol. Et au bout de 2 heures, on entend le pilote qui nous dit il y a un problème technique, il faut qu'on revienne à Orly puisque c'est irréparable à Athènes. Isaac apprendra plus tard que la cause était une fissure dans le cockpit. La classe embarque dans un deuxième avion qui ne décollera jamais à cause d'un dommage sur le moteur. Ils prennent alors place dans un troisième appareil et attendent. 2 heures passent, il est 17h et les professeurs décident de faire descendre tous les élèves. Voyage annulé et des enfants traumatisés par leur premier vol. Bah alors ça, c'était une des... Non mais attends. La faute, t'as pas de chance. Hein. Non mais c'est quand même incroyable. Non mais il y a quand même incroyable. Gérald, que se passe-t-il? Les turbulences dans les avions. Enfin, il y a quand même eu des morts. Tu te souviens dans l'avion de Singapore Airlines, 30 blessés et un mort parce que des turbulences majeures, l'avion est obligé de crise cardiaque. Hein. Non mais crise cardiaque, bien, mais parce qu'il a eu peur. Ah oui. Excuse-moi. Mais bon, il est quand même mort des conséquences des turbulences et de la chute de l'avion. Ils sont remis à 8000 mètres, je ne sais plus à combien, pour passer sous la turbulence. Est-ce qu'il y a un phénomène particulier en ce moment dans les airs d'abord? Alors d'abord, il y a de plus en plus d'avions. Hein. Il y a 38 000 avions dans le monde qui circulent. Il y a 4 milliards de passagers. Qui n'a jamais pris l'avion ici? Moi. Ouais. Toi, t'as jamais pris l'avion? Oui, c'est vrai. Je le prendrai jamais. Ah oui, bah là, ouais, c'est pas le moment. Là, on n'a pas très envie. Ouais. Je me permets une autre question. Est-ce qu'il y en a qui ont peur ou une appréhension de l'avion? Vous levez la main? Ouais, si, un peu quand même. Un peu. Surtout au niveau du décollage et de l'atterrissage. En fait, le problème, c'est qu'on s'est emprisonné et on sait que s'il se passe quelque chose, on peut absolument rien faire. C'est ça. Ah oui, mais dans le train non plus. Hein. Tu aimes bien une fois que t'es dans le train, il y a un truc qui se passe un truc, c'est dans le train. Oui, mais on est un peu moins haut, quoi. Ouais, oui, c'est vrai. Dans les causes d'accidents, il y a le défaut de conception. On l'a vu avec les Boeing 737 qui ont fait 350 morts. Et là, c'est excessivement rare, évidemment, et heureusement, parce qu'un avion, il est conçu quand même pour voler et pas pour se cracher. Et puis, la deuxième raison, c'est aussi que les compagnies ou les industries font appel à la sous-traitance. Et on a vu qu'il y avait des défauts dans la sous-traitance parce qu'ils n'ont pas la capacité de tout faire. Donc, il y a des marchés qui sont ouverts. Et là, on a trouvé il manquait des boulons, par exemple. Non, mais il manquait des boulons. Incroyable. Ouais. Attends, il manquait des boulons. Alors, attends, excuse-moi, j'ai oublié d'en mettre la vis. Non, sans blague. C'est la porte qui s'est barrée, là, donc... Non, mais la porte qui se barre, mais en plein vol, mais c'est un drame. Ah oui. Alors, il faut dire que, d'abord, c'est rare. Attends, mais on a des images, on va aller revoir les images. Sur un avion, tout est numéroté. Le moindre boulon, il y a un numéro dessus, pour éviter qu'il y ait un marché noir des pièces détachées. Et donc, sur un avion de ce type, là, celui-là qu'on voit, c'est à peu près 500 000 pièces qui sont toutes numérotées. Sur un avion plus gros, un long courrier, c'est 3 millions de pièces. Donc, c'est une industrie qui est extrêmement rigoureuse. Et il y a eu des années, il y a 3-4 ans, par exemple, il n'y a pas eu un seul accident sur les 4 milliards. C'est la faute à pas de chance, c'est quoi? Pardon? Il n'y a pas eu d'accident. Oui, effectivement, c'est le moyen de transport le plus sûr au monde, en tout cas, le moins accidenteux, le plus spectaculaire. C'est dramatique. Quand il y a un drame, c'est un drame épouvantable. Mais alors après, la deuxième raison, c'est un défaut de maintenance, c'est un défaut qui sont liés à la maintenance des compagnies aériennes. Alors il y a des compagnies aériennes qu'il ne faut pas prendre. Il y a des blacklists un petit peu partout dans le monde. Alors lesquelles? Tiens, donne-nous des non, compagnies. il vaut mieux pas parce que bon. Tu vas avoir des soucis. On les trouve Si sur vous Internet. allez en Asie, Ça nous aiderait de savoir dans lesquelles il ne faut pas monter quand même, non? voilà, moi j'ai fréquenté des compagnies tout au début, avant Air France, qui étaient un petit peu exotiques. Par exemple, Royal Nepal Airlines Corporation, avec un terrain très difficile, des avions un petit peu douteux. Donc, il vaut mieux pas tenter l'aventure. Moi, ça me plaît, c'est voler sur des vieux avions, j'aime ça. Mais bon, on peut exiger de la sécurité. Et puis, il y a également la course à la rentabilité. C'est ce qui a provoqué peut-être les ennuis chez Boeing. Ils ont voulu aller trop vite. Et du coup, c'est arrivé ce qui est arrivé. Mais mieux acheter européen. Hein. C'est un mal pour un bien, parce qu'aujourd'hui... on est mieux chez Airbus. On est mieux chez Airbus, vaut mieux acheter européen.
Non, Oui, vraiment c'est chez chez Airbus, ça, c'est clair. Attendez, on va quand même faire une liste non exhaustive de ce qu'on a appelé les TANAS en avion. Alors, attendez, Amsterdam, le 29 mai, c'était hier, hein, d'accord. Une personne qui est morte aspirée par un moteur d'avion. Aspirée par... Non mais attends, après avoir été happée par les pales d'une turbine d'un avion de ligne, il y a eu un bruit infernal. Non mais attends. Oh là. Oui, ça c'est affreux. Ça m'est arrivé à Pékin d'ailleurs. Vous êtes bien conservé. Il est là, il va bien. Il va bien, non. Vous êtes dans le cockpit, vous ne voyez pas forcément votre moteur, et puis il y a quelqu'un qui passe au moment où vous mettez les gaz, et ça provoque une aspiration. Ah oui, donc ça c'est une erreur au C'était sol un du cycliste qui pilote. voulait aller voir comment ça marchait, il a été aspiré avec son vélo. Quelle horreur, mais quelle horreur. Dimanche 26 mai. Non, c'était 3 jours avant. 12 blessés lors d'un vol d'eau à Dublin. Que s'est-il passé? Alors là, c'était un vol Qatar Airways. Ils ont été blessés à cause de turbulences au-dessus de la Turquie. Oui, alors turbulence, alors voilà. Mais attends, et quand même le truc, là, je sais pas, moi je me détache jamais en avion. La turbulence, En fait, c'est désagréable, mais il y a quand même on ne plus de connaît pas blessés, de là. crash vraiment dû à la seule turbulence. Ah bon, Donc il y a des masses tu nous d'air chaudes. rassures, merci. Alors, Si ça secoue, ça ne veut pas dire que vous allez mourir. Sachez-le, c'est déjà ça. Non, mais c'est Alors, vrai. il y a des endroits, on appelle ça le poteau noir, par exemple, quand on traverse l'Atlantique, les héros de l'aéropostale, ils avaient ça, c'était vachement connu. Il y a des masses d'air chaud, avec les températures des océans qui augmentent, ça c'est le dérèglement climatique. À la rencontre de masses d'air froid, ça provoque des turbulences. Et là, c'est pas agréable du tout. Ça m'est arrivé, moi, sur un Milan. Et on s'est pris des turbulences sur les Alpes, ça a été une horreur, j'entendais crier derrière. Et puis j'ai été obligé de me dérouter, de descendre assez rapidement, donc c'est un acte volontaire, c'est prévu, pour essayer de trouver un endroit calme, un peu plus calme. On n'avait pas eu le temps de débarrasser, donc tous les plateaux sont retrouvés au plafond. C'était pas agréable, mais pas dangereux en même temps. Et un avion, c'est quand même solide. On ne peut pas les anticiper, ça. On ne peut pas anticiper les... Alors, normalement, oui. Et là, il y a eu une masse d'air inattendue. Météo France ne nous a pas prévenus. Pourtant, aujourd'hui, on a fait d'énormes progrès depuis. Il y a les plus gros ordinateurs et ils prévoient quand même votre vol à 1 minute près. Donc, on fait des On va progrès. y venir sur les solutions. Je voudrais, si vous le permettez, qu'on fasse la liste, peut-être des vidéos. Parce que c'est ça qui est, franchement, qui est le plus spectaculaire. Donc, Australie, une catastrophe évitée de justesse. On est toujours le 26 mai. Gérald, il y a le pilote d'un petit avion de tourisme qui a subi une avarie, qui l'a obligé à atterrir d'urgence dans un aéroport de la banlieue de Sydney. Et le problème, c'est qu'il a un peu frôlé le toit des maisons. Regardez. L'image aérienne sur une catastrophe qui aurait pu arriver là aussi dans les airs avec ce petit avion qui a effectué un atterrissage d'urgence spectaculaire. Ça se passe près de Sydney en Australie. Il a été victime d'une panne de moteur et il a réussi à atteindre la piste après avoir frôlé les toits des arbres et des maisons. 2 personnes à bord quand même qui ont eu beaucoup de chance. Bravo le pilote. Bravo au pilote. Ah ouais, parce qu'en panne de moteur, on plane. Alors c'est arrivé sur un avion de ligne, Air Transat, canadien. Un avion de ligne, c'est embêtant quand même. Ah là, il y avait quand même... C'est-à-dire que tu perds le contrôle de l'appareil ? Là, on peut s'en sortir, mais bon... chapeau le pilote parce qu'il a trouvé. Il a voulu se poser sur le taxiway, c'est-à-dire l'axe de roulement, et il a réussi à éviter le crash, donc c'est plutôt bien. C'est un avion qui fait à peu près 5-6 places. Donc l'avion en question, le Canadien, panne hydraulique. Alors, il ne comprenait pas ce qui arrivait. Et puis, en fait, c'était une rupture de tuyau de carburant. Il s'est retrouvé à sec au milieu de l'Atlantique, les 2 moteurs en panne. Il s'est retrouvé en planeur. C'est là l'avantage d'un avion comme celui-là, moderne. Il plane, il est comme un planeur. Et donc, il fait 20 de finesse. C'est-à-dire, si vous êtes à 10 km, vous faites 200 km en plané, sans moteur. Et ben, il a réussi à joindre les Açores. Et il s'est posé en douceur. C'est spectaculaire. Donc, et là, tu préviens. Allez, Didier, tu dis quoi à ceux qui sont derrière, là, les passagers? Parce que là, tu parles d'un avion de ligne, tu vas écouter. Il n'y a plus de carburant, les gars, on plane. On va essayer de se poser quelque part, on verra. Non, mais attends. C'est comme ça. Y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est vrai qu'aujourd'hui, j'aurais du mal à prendre un avion sans pilote. Ça arrivera peut-être un jour. Mais il y a quand même des situations. Regardez à New York, quand il s'est posé dans la baie d'Hudson. Je vous conseille de voir le film. Il a assez sympa, ce film. Bien sûr, c'est un héros. Mais c'est un héros. Un Boeing forcé d'atterrir, on est le mercredi 15 mai, ça se passe en Indonésie. Le Boeing qui transportait 468 personnes à bord, là, il n'était pas tout seul, c'était pas un petit avion. De l'Indonésie vers l'Arabie Saoudite, atterrissage d'urgence à Makassar dans le sud du pays à cause d'un incendie de moteur lors du décollage. 31, flight taxiway Foxtrot and Whiskey Papa. Alors, Gérald, ça est-ce que c'est un accident qui est rarissime?
C'est quoi le problème? Parce que le moteur qui prend feu au démarrage... Oui, alors apparemment, il l'a éteint quand même. Il y a des bouteilles d'extincteurs qui sont à bord. On a droit à 2 essais. Et effectivement, ça, c'est une cause d'urgence. Il faut se poser dans le doute assez rapidement. Alors, c'est un Boeing 747 qui a quand même quelques années derrière lui. C'est vrai que c'est l'ancienne génération de moteurs. Il a pris feu pour une raison que je ne connais pas. À New York, on a vu, c'était les oiseaux. Il avait ingéré des oiseaux, ça avait été les moteurs. Ça fait une explosion parce qu'effectivement, les pales qui tournent et qui sont atteintes par quelque chose qui ne devrait pas être là, ça peut arriver. Mais c'est rare et en tous les cas, c'est maîtriser la preuve. On a une sortie de piste aussi d'un Boeing le 9 mai. Ça se passe au Sénégal. Regardez. J'ai filmé ça parce que là, c'est un truc de fou. Ce qui nous arrive là, c'est un truc de fou. Oui. Avancez! Allez-y! Avancez, s'il vous plaît! Avancez, monsieur! Monsieur, ne prenez pas du film! Allez-y! Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oui, alors ça peut exploser apparemment, ou pas c'est le train d'atterrissage qui a pris feu, d'après ce que je comprends. Les freins qui ont chauffé parce qu'il a voulu peut-être se poser d'urgence. Et là, on déploie les toboggans. Il y a de l'entraînement là-dessus, alors pas pour les passagers, mais pour les équipages. Il faut évacuer la totalité des passagers en moins d'1 minute. Et ça se fait. Donc l'avion est conçu pour... Non, mais parce que tu sais, je vais dire un truc, et je pense que c'est le cas de tout le monde. Quand tu arrives dans l'avion et que tu suis les consignes de... Personne ne les suit, je te le dis tout de suite. Oui, c'est vrai. Moi, t'es en train d'envoyer son dernier SMS avant de couper le truc. C'est un beau spectacle. Moi, non, mais attends, non, mais c'est vrai, à chaque fois, on rigole avec les hôtesses de l'air, mais je te le dis. Oui. Moi, je sais pas quoi faire et je sais pas si vous savez comment réagir. Il y a des annonces originales, d'ailleurs, des fois, on se marre bien aussi. Oui, c'est vrai. Non, mais personne n'écoute. Pour essayer d'intéresser les gens. Mais si, il y a les petites fiches devant votre Tu la lis, siège. franchement, sans rigoler. Tu la lis pas, la petite fiche. C'est fini ça. C'est fou ce que dit Gérard, c'est que maintenant il y a des annonces originales dans les vidéos. Vous savez, quand vous avez les écrans sur l'avion, quand vous faites des moyens et long courrier, ils vous proposent des vidéos un petit peu originales pour vous intéresser à ça. Parce que sinon, mais dans la panique. J'ai une petite question. C'est vrai qu'on voit que là, Pascal fait le tout de déroulé de tous les incidents qu'il y a eu. Je crois 15 incidents le mois dernier, un incident en moyenne tous les 10 jours pour Boeing. Pourquoi en ce moment il y a autant d'incidents? On n'en parlait pas autant il vient d'expliquer, c'est des problèmes de sous-traitance. On en a parlé effectivement au début de l'émission. Oui, il y a des problèmes de sous-traitance en fait. C'est parce que les sous-traitants ne suivent pas. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Déborah. Moi, ma question, c'est est-ce que cette vieille légende urbaine qui dit que lorsque les hôtesses s'attachent et s'asseyent au fond de l'avion, c'est que vraiment... C'est que ça sent pas bon. En fait, quand il y a des turbulences, par exemple, le commandant de bord prend le micro et il dit turbulence PNC assis attaché. Ça veut dire qu'il prévient son équipage de ne pas se balader, de s'attacher parce qu'il risque de sauter au plafond. Donc ça n'a rien à voir, c'est qu'elle se pose. Et la fin des haricots, c'est quand? La fin des haricots, elle est rare. Vraiment, le plus angoissant pour les pilotes, en tous les cas, c'est l'incendie. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Bon. Gérald, il faut que tu nous révèles un secret. Pardon. Il paraît qu'il y a une phrase secrète que les pilotes disent aux hôtesses de l'air. Aux hôtesses de l'air quand on est vraiment dans la brise. Est-ce que c'est vrai? Il ne te demande pas de la dire. Je ne le connais pas, mais j'aimerais bien l'apprendre. Oui. Non, c'est pas vrai. C'est sûr. Mais bien sûr que c'est vrai. Non, j'en sais rien. Écoute, un ancien pilote, comment ça, j'en sais rien? Bien sûr que tu le sais, tu ne veux pas nous le dire. On se parle normalement, hein. Attends, tu peux pas dire quand tu es enfermé en train de piloter que vraiment l'heure est grave. Comment tu le dis aux hôtesses? D'abord, on explique. Il faut toujours expliquer aux équipages et ensuite aux passagers, évidemment. Des passagers, tu leur dis? Il y a des choses qui sont techniques, qui sont faciles. Les choses techniques sont faciles à résoudre, mais quand c'est un problème humain, c'est beaucoup plus difficile à résoudre. Moi, j'ai un passager qui est venu en cockpit et qui m'a coupé mes 4 moteurs. Et donc, il voulait se suicider avec les passagers. C'est terrible. Et donc, là, on est pris un petit peu... Je voyais bien qu'il y avait de l'angoisse dans ses yeux et tout, mais... Bon, voilà, on s'est bagarré dans le cockpit. Ça s'est mal terminé, d'ailleurs, parce qu'il est mort dans le cockpit. Ça a été dramatique pour moi et pour les passagers. Mais c'est quelque chose qu'on maîtrise le moins, c'est les facteurs humains. Mais tu te souviens, Gérald, dans une autre vie, il y a quelques années, tous les deux, on avait fait une édition spéciale en plateau, parce qu'il y avait un avion qui s'était écrasé sur les Alpes, tu sais, très en hauteur. Germanwings. Exactement. Lubitz, c'était le... Exactement, c'était un peu la même histoire.
Bon, ça rassure-nous, c'est exceptionnel, ça. Alors voilà, si on revient à l'avion, vous pouvez partir en vacances, vraiment. Hein. D'accord, voilà. Ah les gars, les boulons, c'est bon, vous vérifiez le numéro 2258 000. En revanche, si on a encore 30 secondes, ce que je regrette beaucoup, c'est ce qui nous arrive du point de vue climatique. C'est vrai que l'avion est polluant malgré tout. On fait des progrès technologiques, mais pas suffisamment vite. Alors, quel progrès on pourrait faire? L'avion électrique dans 30 ans, 35 ans, oui. L'hydrogène, oui. Et puis les carburants de récupération, les huiles usagées. Mais les huiles usagées, quand même, il faut en prendre 7000 parts de frites, là, pour avoir 1 heure de vol. Donc, c'est pas au point, ça. Je voudrais qu'on voit une autre vidéo. Paris-Istanbul, on est le mercredi 8 mai. Il y a un Boeing qui se pose en urgence sur le nez. Oui. Tu te souviens? Après la panne de son train d'atterrissage. Ce Boeing 767 pose ses roues arrière sur la piste de l'aéroport d'Istanbul. Le train avant lui est resté bloqué. Le pilote n'a donc d'autre choix que de poser le nez de l'appareil dans la fumée et les étincelles directement sur le tarmac. Très vite, les pompiers interviennent pour empêcher tout départ de feu. Pendant ce temps-là, l'équipage de cet avion transportant des marchandises doit sortir par le hublot de la cabine de pilotage. Les pilotes sont fort heureusement formés à ces atterrissages mouvementés. Aucun blessé n'est à déplorer. Alors, il y a de l'entraînement aussi pour ça. Le train avant qui ne sort pas, il y a des procédures de secours. Là, manifestement, ça n'a pas marché. Alors, on maintient le nez en l'air le plus longtemps possible. On réduit la vitesse et à bout d'un moment, on ne peut plus le tenir. Donc, il frotte par terre. Ça m'est arrivé aussi. Son frère, tu vois. Ça fait ma bouteille d'eau qui est tombée tellement. Je me suis dit, c'est pas son truc. C'est presque banal. Alors, je vais vous dire, ça m'est arrivé parce que c'était un vol d'entraînement sur un biturbopropulseur, un Fokker. Et bon, voilà, quoi. Ouais, Deux petites questions très rapides. Est-ce qu'en France, il y a des pistes qui sont très dangereuses? Ah bah faut oui. avoir peur. Et la deuxième, c'est que vous avez parlé des turbulences, que c'était une rencontre de masse d'air chaude et froide. Mais sauf que maintenant, il y a des turbulences alors qu'il fait très beau. Comment on explique ça? On a ce qu'on appelle la turbulence au ciel clair et c'est assez nouveau, c'est vrai. C'est-à-dire que quand on voit les nuages, il ne faut surtout pas rentrer dedans. On a des radars avec du rouge. Alors le rouge à éviter. On a du vert. Ça veut dire c'est de la pluie, on peut y aller, etc. Mais maintenant, entre deux nuages, deux cellules orageuses, il peut y avoir des éclairs et il peut y avoir de la turbulence. Alors turbulence, on a du mal à la détecter quand il n'y a pas de nuages parce qu'on analyse avec le radar les particules qui montent et qui descendent. Là, c'est plus difficile, mais ça commence à venir. Les radars commencent à être au point. On a des petits points violets. Ça veut dire qu'il y a de la turbulence. Mais ça tu sais, donc il faut aller très à droite maintenant. Si tu vois le truc, là, tu passes pas sur la zone du milieu, soit tu vas à droite et t'évites la gauche si c'est en rouge. Non, c'est ça. Oui, voilà. Ouais. Et des pistes dangereuses en France, pardon? Ah bah oui, les pistes dangereuses, il y a des pistes, on ne va pas dire dangereuses, mais délicates. Alors si vous allez au Népal, près de l'Himalaya, c'est vrai que bon, c'est délicat. En France, si vous allez en France, Calvi, c'est un endroit un petit peu. Il y a du vent, mais il y a pire, Calvi. Parce qu'il y a des montagnes derrière. Non mais attends, et Figari, encore plus de vent si tu vas en Corse. Oui, mais il n'est pas délicat. Il n'y a pas des grosses montagnes à côté. Mais enfin, c'est assez rare parce qu'il ne serait pas ouvert à la circulation. Oui, il y a du vent. Est-ce qu'il y a une place qu'il faut privilégier lorsqu'on réserve un siège dans l'avion? On t'a dit les places du milieu, mais c'est n'importe quoi. C'est au milieu. En cas de crash. Oui et non. Si tu as un problème dans l'avion, que c'est au milieu, devant ou derrière, c'est vous. Si vous vous mettez au milieu, vous avez des chances d'avoir moins de turbulences subies. Vous avez les ailes qui amortissent. Il te restera un bras, quoi. Et donc, non, il n'y a pas de place particulière. C'est les pilotes qui arrivent les premiers, de toute façon. J'ai une question que je me suis toujours posée. Quand on prend l'avion, parfois on entend des ping, ping, pour prévenir de se rattacher. Apparemment, au bout d'un certain nombre, ça signifie qu'il y a un grand incident. Est-ce que c'est vrai? Non. Alors, en fait, c'est pour prévenir les équipages qu'il y a soit un message, soit il faut prendre le téléphone et discuter avec le cockpit, par exemple. Mais c'est juste une alerte pour que les PNC, le personnel navigateur commercial, puisse décrocher son téléphone. Ludivine qui prend l'avion régulièrement entre les Antilles et la métropole, elle a une vie difficile. C'est clair. Mais justement, alors moi, heureusement que je ne suis pas flippée en avion, mais je voudrais savoir, à l'orée d'ailleurs de l'été, on va voyager, est-ce qu'il faut privilégier les grandes compagnies? Vous parliez tout à l'heure de problèmes budgétaires par rapport à la sous-traitance et tout, parce que les vols low cost, du coup, ils ne sont pas bien chers. Est-ce que ça veut dire que les avions sont moins bien entretenus? Non, alors les low cost, bon, je ne vais pas les citer, mais il y en a plein. Il y a Transavia, il y a Ryanair. Filiale d'ailleurs d'une grosse compagnie. Ils ont des avions très récents. Et c'est des raisons économiques d'ailleurs. Un avion récent, il consomme moins, etc. Donc les compagnies low cost ne sont pas
plus dangereuses que les autres, au moins celles qui sont autorisées en Europe ou en Amérique du Nord, par exemple, et en Asie. Alors, une petite vidéo encore, on s'en laisse pas. On s'en laisse pas parce qu'on a un florilège. Hein. Attends, non, mais c'est énorme. Ah non, on peut pas dire ça. Ah bah non, on peut pas dire ça. C'est toujours le moyen de transport le plus fiable. Hein. C'est une chance sur 10 milliards de mourir. Mais je rêve d'un avion silencieux pour les riverains, je pense aux riverains. Et puis je rêve d'un avion qui n'émet pas de particules. C'est ce qu'on voit dans les traînées, parce qu'on brûle du pétrole, il y a des résidus, ça fait une traînée blanche. Tu te souviens de Solar Impulse ? Ah, Solar Impulse. Alors, il est devenu quoi ? On en est où, là, tiens, de Solar Impulse ? Ouais, c'était un avion avec des panneaux photovoltaïques. Exactement, qui était entièrement recouvert de photovoltaïques. On en est où ? Alors, Bertrand Piccard, je l'ai eu hier. Ah bah tu vois, je viens de te poser la question, dis donc. Je ne savais pas qu'on allait me poser la question. Alors, bah non, moi non plus, je ne savais pas, mais je viens de penser à Solar Impulse. En électricité solaire, donc chapeau d'ailleurs. Et puis là, il va repartir, mais sans escale, avec un avion uniquement à hydrogène. Ah, c'est génial. Donc ça peut être l'avenir. Enfin, c'est-à-dire qu'il est en train de faire des tests. Oui. C'est peut-être l'avenir de l'aviation. Le problème de l'hydrogène, c'est qu'il faut l'emmagasiner. Si ça est à gazeux, ce n'est pas du tout le même avion parce qu'il faut des réservoirs immenses. Si c'est liquide, il faut refroidir à moins 253 degrés. Et ça veut dire des belles bouteilles thermos et qui pèsent un peu lourd. Donc un avion nouveau. Bon, mais on a la techno aujourd'hui. Hein. Il suffirait de vouloir. Le problème, c'est qu'on a du money cash avec les Boeing 737 et les Airbus. On améliore au fur et à mesure. Moi, quand j'étais sur 747, on consommait 5-6 litres au 100 km par passager. Aujourd'hui, on en est à 3, bientôt à 2. On commence à faire des progrès, mais pas suffisamment à mon goût. Ouais. Ok, allez, on va enchaîner 3 vidéos. Oui. Là, aussi, sur le festival, là. Alors, 8 avril, il y a un avion qui est obligé de faire demi-tour au Texas après la perte du capot. Ah, c'est embêtant. C'est bien. J'adore. Oui, oui. Alors, ça, c'est un défaut de maintenance, par contre. Ah, ben sans blague. Parce que le gars, il a dû oublier de serrer les boulons. Ah, ben non, il a oublié de serrer les boulons. Ben non. Zut, à la fin, merde. Le pauvre, il a oublié de serrer les boulons. C'est que ça. Bon, alors. Richard qui a oublié de fermer la porte, là, donc. Ouais, dis donc, c'est ça. Attendez, États-Unis, un Boeing qui perd un morceau d'aile en plein vol. Une grosse frayeur, en effet, pour les 165 voyageurs de ce vol aux États-Unis. Une partie de l'aile s'est progressivement détachée en vol. Le premier passager à s'en rendre compte prend cette photo et décide de la poster sur Internet pour demander des conseils. Le trou ne faisant que grossir, l'équipage est finalement informé et détourne l'avion vers un aéroport plus proche. Il se posera sans difficulté. Une enquête est en cours, mais d'après les premiers éléments, il s'agit plutôt d'un défaut d'usure sur cet ancien avion, en service depuis 30 ans. Ah oui, c'est l'usure. Si on a oublié de changer la pièce, dis donc. Si on vole sur des avions poubelles, ça ne le fait pas. Ça. Non mais attends. Dans tous les cas, il y a eu pire que ça parce qu'il y a un avion à Miami, c'est Air Florida, je crois, mais j'en suis pas sûr. C'est tout le haut de la cabine qui s'est barré. Les passagers se sont retrouvés en décapotable. Et donc, franchement, on aura tout vu. On aura tout vu. Moi, j'ai dit la marche à pied, c'est formidable. Alors, on a encore une. Vieillissement. Et donc, il y avait quelqu'un dans les toilettes à l'avant, près du cockpit. Ah, il a dû être content. Arrête, c'est vrai. Et il y a une hôtesse, malheureusement, qui est partie avec ça. Ah non, ça c'est horrible. Ah oui, non, ça c'est horrible. Ça c'est horrible. Attends, allez, encore une petite pour la route. Portland. Un Boeing qui perd sa porte en plein vol. C'est bien. Non mais alors attends. C'est un truc de fou ça. C'est Régis, ça encore. Alors c'est là, Régis, on en parlait, c'est vraiment la sous-traitance, ce qui ne veut pas dire que Boeing n'est pas responsable, parce que la sous-traitance, on vérifie malgré tout. Et on a remarqué des choses bien plus graves. C'est une boîte qui s'appelle le Spirit Aerosystems, qui travaille pour Boeing et pour Airbus d'ailleurs. Donc ça a rebattu les cartes. Et, ça ne nous arrange pas ton affaire, parce qu'on était prêts à prendre Airbus. Tu vois, mais les deux maintenant, les problèmes de boulot. C'est la contre-visite. Quand on reçoit en commande une pièce, on regarde si elle est conforme à ce qu'on a demandé. Donc là, franchement, ils ont voulu aller trop vite.
Et maintenant, ça revient dans l'ordre. C'est un mal pour un bien, finalement, parce que Boeing, c'est une boîte d'ingénieurs formidable. Simplement, le pouvoir a été repris par les financiers. Donc, il fallait rentabiliser, il faut aller vite. La concurrence a joué très, très fort entre Airbus et Boeing depuis des années. Et puis, il commence à y avoir maintenant de la concurrence avec les Brésiliens, l'Embraer, avec les Chinois, le Comac. Donc, l'avenir, il sera peut-être pas aussi florissant. Alors, il y a quelques années, ils ont 8000 commandes. Il faut attendre 7 ans pour acheter un avion aujourd'hui. Mais on a fait des progrès du point de vue de cette sécurité. On voit ça. Mais il y a de la concurrence. Ouais, on voit ça. Non, je plaisante, Gérald. Franchement, je plaisante. Non, franchement, ça reste quand même le moyen le plus sûr. Ouais. Mais voilà, là, c'est quand même un gros warning qu'on met aux compagnies et aux compagnies aériennes et aux avionneurs. Si vous avez peur, ça soigne. Il y a des simulateurs. Moi, là, on n'est pas très rassurés. Merci beaucoup, Gérald Felzer. Tout de suite, et soit sur C8. À demain.